Bonsoir François Fillon. Bonsoir. Soyez le bienvenu. Premier ministre pendant 5 ans, je le disais, aujourd'hui candidat à la présidence de la République via la primaire de la droite et du centre. Vous défendez dans votre dernier livre un programme de rupture pour relever la France, dites-vous. On enclenche le chronomètre. 30 minutes de débat, c'est vous qui commencez. Bonsoir Monsieur le Premier ministre. Je vois que tout le gouvernement est réuni. Il ne manque que Martine Aubry. Elle n'est pas membre du gouvernement, ça ne nous a pas échappé. Je vous ai écouté avec beaucoup d'attention. Vous défendez avec beaucoup de fermeté une politique, comment dirais-je, molle et sans issue. Où est le Manuel Valls qu'on a connu en 2009 ou en 2011? Le Manuel Valls qui voulait augmenter de 2 à 3 heures le temps de travail. Le Manuel Valls qui voulait supprimer l'impôt sur la fortune et le remplacer par une tranche supplémentaire de l'impôt sur le revenu. Le Manuel Valls qui disait à ses amis: on ne lutte pas contre le chômage avec des emplois d'avenir, c'est une douce illusion. Le Manuel Valls qui voulait mettre en place une politique d'immigration par quota et qui, comme c'est un homme cohérent, avait ouvert aussi le débat des statistiques ethniques parce que les deux vont ensemble. Au fond, qu'est-ce qui vous est arrivé? Vous avez été normalisé par François Hollande. Et j'ai le sentiment qu'il vous entraîne dans son échec. Cet échec que je considère comme aujourd'hui irrattrapable pour 3 raisons. D'abord, sur le plan de la confiance. Et je voudrais prendre un seul exemple. Le début du quinquennat a été marqué par un véritable matraquage des entreprises. Puis ensuite, il y a eu les déclarations d'amour, qui ont d'ailleurs été souvent par votre truchement, et la mise en place du CICE. Et aujourd'hui, à peine ce CICE est-il en pleine activité que vous décidez, pour 25% de son montant, finalement de l'affaiblir ou de le reporter. Il est irrattrapable sur le plan de l'autorité. Il y a quelques semaines, quelques individus ont bloqué pendant des heures entières l'un des axes autoroutiers européens les plus importants, sans que la police ne fasse quoi que ce soit. Et il y a 48 heures, en Loire-Atlantique, à Notre-Dame-des-Landes, des individus hors la loi ont organisé pendant des heures entières le filtrage de la circulation sur la voie publique, sans qu'il y ait d'intervention de la police. Quelques jours auparavant, ils avaient, comme dans un western, attaqué une camionnette de gendarmerie qu'ils ont brûlée. Et enfin, je pense que cet échec est irrattrapable sur le plan de la volonté, car vous n'avez cessé, quand je dis vous, c'est la majorité, d'annoncer des grandes réformes de structure qui ne voient jamais le jour, ou en tout cas qui se terminent par des réformes à minima. Il y a eu le Big Bang fiscal de Jean-Marc Ayrault, il y a eu l'immense loi d'Emmanuel Macron qui devait révolutionner l'économie française et dont on voit bien qu'elle a des résultats qui sont extrêmement modestes. Et puis maintenant, il y a les 35 heures, le code du travail sur lequel vous avez déjà bordé les choses. C'est vrai, je le concède, la difficulté ne vient pas de 2012. Elle est ancienne. Mais personne ne peut nier que depuis 2012, la situation du pays s'est dégradée. Elle s'est dégradée sur le plan du chômage, on le voit encore aujourd'hui avec les chiffres. Elle s'est dégradée sur le plan des impôts. Elle s'est dégradée aussi, au fond, sur le plan de la cohésion sociale, de la crise identitaire qui est ancienne, mais qui s'aggrave et qui donne le résultat que vous venez d'évoquer avec les journalistes à l'instant, c'est-à-dire la montée du Front National. Moi, ce soir, je n'ai pas l'intention de venir vous étriller sur votre bilan. Je pense que votre bilan, les Français le vivent, pour certains dans leur chair, et ils n'ont pas besoin qu'on en rajoute. Moi, je voudrais vous parler de l'avenir. Et en particulier, je voudrais vous parler des 18 mois qui vous restent. Parce que ces 18 mois doivent être utiles au pays. Et dans une situation aussi grave que celle qu'on connaît, vous devez prendre des initiatives et je voudrais vous en proposer au moins 2 pour commencer. La première, elle concerne la question des réfugiés. Je vous ai écouté tout à l'heure, vous ne pouvez pas vous en sortir comme ça. Vous ne pouvez pas dire, et je partage ce que vous avez dit, que le droit d'asile, c'est sacré. Et 5 minutes après, dire qu'on n'en prendra que 30 000 sur les millions de réfugiés qui risquent de débarquer sur les côtes européennes. Il faut donc que vous preniez des initiatives plus fortes. Il y a 1 an, j'étais en Irak dans les camps de réfugiés. Quand je suis revenu, je vous ai interpellé, enfin j'ai interpellé le gouvernement en disant il faut investir dans les camps, il faut que la France et l'Europe mettent de l'argent pour construire des logements provisoires, pour apporter des services en matière de santé, en matière d'éducation, parce que les gens qui se jettent sur les routes de l'exil, ils ne le font pas par plaisir, ils le font parce qu'ils n'ont plus aucune autre solution, et en particulier parce que la vie dans les camps est insupportable. Rien n'a été fait. Vous annoncez maintenant 1 milliard de crédits européens. Vous verrez que c'est très insuffisant par rapport à la masse des besoins qui sont considérables. Est-ce que vous souhaitez une première réponse Non, là-dessus ? je finis parce que j'ai presque fini. La deuxième chose, c'est qu'il faut traiter le sujet au fond. Et vous le savez bien,
si ces gens se jettent sur les routes de l'exil, c'est à cause de la crise du Moyen-Orient. Cette crise du Moyen-Orient, vous conviendrez que je le répète inlassablement depuis des mois et des mois, vous ne la résoudrez que si vous abandonnez un certain nombre de vos préjugés sur la Russie, sur même le régime syrien, pour constituer la coalition la plus large possible pour faire face à ce qui est un danger mortel, un danger pour la paix du monde. Puis la deuxième proposition que je veux vous faire, elle concerne le chômage, ou elle concerne plutôt le droit du travail. Il y a eu il y a quelques jours un référendum dans une entreprise alsacienne où une majorité de salariés a choisi de repasser à 35 heures. Ce référendum ne donnera aucun résultat puisque les syndicats ont décidé de le bloquer. Vous ne pouvez pas rester inerte devant cette situation. Vous devez prendre des initiatives. Vous avez d'un côté cet événement qui vous tend la main et de l'autre côté le rapport de M. Combrexel. Moi, je vous invite à prendre une initiative puissante qui permettrait de libérer le dialogue social dans l'entreprise pour permettre aux entreprises, sans être bloquées, comme c'est le cas par les organisations syndicales, des accords majoritaires sur la question du temps de travail. Voilà deux questions précises. J'imagine bien que la majorité qui est la vôtre n'est pas enthousiaste sur ce deuxième sujet, mais je suis persuadé que vous pouvez trouver une majorité et au Parlement et dans le pays pour faire cela. Réponse de Manuel Valls. D'abord, François Fillon, je suis heureux, moi, de débattre avec vous. J'ai beaucoup de respect pour vous. Vous avez été Premier ministre de la France pendant 5 ans. Vous avez votre cohérence. Vous avez un projet, un livre que j'ai lu. Et l'amabilité de m'envoyer. Moi, je prends toujours plaisir, intérêt en tout cas, à lire ce que peuvent écrire les responsables de l'opposition, parce que je crois en mon pays et je crois au débat démocratique. Je crois à la confrontation des idées. Je pense qu'il y a une différence fondamentale entre nous, mais je répondrai bien sûr à vos questions, qui est sur le mot rupture. Vous l'assumez. Et je pense que l'essentiel aujourd'hui, c'est de faire. C'est ce que nous faisons, avec des difficultés, avec une situation que vous connaissez bien. C'est celle de la France en 2012, marquée par une crise profonde qui durait depuis plusieurs mois et qui s'est traduite par 1 million de chômeurs de plus, par une dette publique qui a augmenté de 600 millions d'euros de 2007 à 2012, et par des dépenses publiques qui ont augmenté de 3% en moyenne de 2007 à 2012. Et une perte de compétitivité qui venait encore plus loin avec ces 750 000 emplois industriels que notre pays a perdus. Et la difficulté à laquelle nous avons été confrontés avec François Hollande, ça a été de s'attaquer et au déficit, et à la dette, et au chômage, et à la perte de compétitivité, et à la montée des inégalités. Avec un chômage de masse, qui n'est pas de notre seule responsabilité, mais qui vient de loin. Et une habitude au déficit public qui vient de très loin. Et c'est pour cela que nous continuons à avoir ces objectifs en matière de soutien aux entreprises, à la compétitivité, de baisse de nos déficits, et je suis convaincu que c'est la bonne voie. Deuxièmement, on ne peut pas détruire et on ne peut pas casser un modèle social. Dans votre livre d'ailleurs, vous avez 2 références. Margaret Thatcher et Gerhard Schröder. La première ministre britannique fin des années 70, début des années 80, dans une Grande-Bretagne qui n'a rien à voir avec notre pays, mais où elle a mis en pièces un modèle social. Et Gerhard Schröder, il n'a rien à voir, chancelier social-démocrate, qui au moment où la France ne mettait pas en œuvre les réformes, vous étiez au gouvernement, les réformes nécessaires pour le pays, pour la compétitivité de nos entreprises, ce chancelier social-démocrate, lui, les mettait en œuvre en Allemagne, mais en respectant les partenaires sociaux et en passant des accords. Et la rupture ou la brutalité ne correspondent pas, je crois, à ce qu'est profondément la France. Donc là, il y a une grande différence. Moi, je suis, non pas heureux, ce n'est pas le sujet, mais je me sens en osmose, je me sens en adéquation, je me sens sur le même projet, avec nos différences de tempérament, bien sûr, avec des parcours qui ne sont pas les mêmes, mais avec le président de la République. Et moi, j'ai une conviction, c'est que je n'écrirai jamais un livre, François Fillon, après cette période, pour
marquer les différences avec le président de la République. Parce que c'est l'idée, je vous respecte, je comprends pourquoi vous l'avez fait d'une certaine manière. Mais en tout cas, nous partageons avec François Hollande les mêmes objectifs. Puisque vous rappeliez mes prises de position. Alors sur les Il y a deux questions, deux peut-être. sujets, d'un mot là-dessus. Deux sujets sur lesquels je considère avoir fait évoluer profondément la gauche. Et donc mon pays. Et donc la France. Le premier, c'est sur la question de l'autorité, précisément. Sur la sécurité. Avec d'autres, bien sûr. Depuis longtemps, avec Julien Drey, avec Bruno Leroux, avec Bernard Cazeneuve aujourd'hui, avec ceux qui ont réfléchi depuis longtemps la question de la sécurité et de l'autorité, qui est une valeur de gauche. Sans autorité, il n'y a pas de liberté. Sans ordre, il n'y a pas de liberté. Et c'est pour cela que la gauche, aujourd'hui, est crédible sur ces questions de sécurité. C'est pour ça que la gauche peut dire, quand vous avez supprimé 13 000 postes de policiers et de gendarmes, nous en créons 5 000. Et le deuxième sujet, c'est le rapport aux entreprises. Si Emmanuel Macron, qu'on a beaucoup évoqué aujourd'hui dans ce gouvernement, et qu'il incarne aussi cette volonté de soutenir le monde économique avec des contreparties, bien sûr. Bien sûr, avec des contreparties. C'est ça la négociation sociale, c'est ça le respect des partenaires sociaux. C'est parce que nous avons fait évoluer ce rapport avec le monde économique. Alors sur les deux initiatives que vous propose François Fillon, est-ce que vous répondez, Emmanuel Valls? La première, c'est sur les réfugiés. Mais bien sûr qu'il faut d'abord s'attaquer aux causes. Elles sont multiples. Et elles ne concernent pas que le Proche et le Moyen-Orient. Si nous ne répondons pas à l'urgence en Afrique, et c'est sans doute, peut-être pour l'Europe, le plus beau projet, pour la France, relier les deux rives de la Méditerranée, aider l'Afrique, pas simplement sur le plan de la démocratie, pour lutter contre les régimes totalitaires qui peuvent exister, mais sur le plan du développement. Alors il y a une première étape, c'est le sommet de La Valette, chefs d'État et de gouvernement européens et africains, mais on voit bien qu'il faudra aller, le 11 novembre prochain, beaucoup plus loin. C'est le projet pour l'Europe, un plan de développement et de soutien massif à l'Afrique, qui est le continent de demain, à travers sa jeunesse, ses matières premières, le dynamisme que connaissent nombre de ces pays. Ensuite, il faut s'attaquer aux causes. Vous venez d'évoquer la Syrie. Je veux uniquement rappeler, François Fillon, c'était à ce moment-là le Premier ministre, que c'est le président de la République, Nicolas Sarkozy, vous, Premier ministre, Alain Juppé, ministre des Affaires étrangères, qui ont coupé les liens, tous liens, qui ont rappelé même l'ambassadeur, au moment où Bachar el-Assad était en train de massacrer... On est au dernier tiers de votre quinquennat. Était en train... Oui, mais... La différence fondamentale entre vous et moi, c'est que moi, il m'arrive de reconnaître qu'il y a des erreurs qui ont été commises. Moi aussi, et pour ma part, je considère que l'analyse qui a été faite de la crise syrienne a été une mauvaise analyse. On a cru, et vous étiez de cela aussi, oui, que c'était une révolution populaire contre un tyran. Ça n'était pas une révolution populaire contre un tyran, c'est un tyran bien entendu. C'était le démarrage d'une guerre de communauté alimentée très largement par deux grands pays qui sont l'Iran et l'Arabie Saoudite. On a mis un peu de temps à le comprendre. 250 000 Pour ma part, mais bien sûr, ça c'est une terrible guerre civile. 250 mais cette 000 guerre morts. civile a généré un monstre qui s'appelle l'État islamique et qui aujourd'hui n'est plus seulement une menace pour les habitants de la Syrie ou de l'Irak, c'est une menace pour la paix du monde. Quand on est en face d'une menace comme celle-là, on rassemble tous ceux, quels qu'ils soient, qui sont capables de lutter contre, parce que c'est un danger qui est beaucoup plus urgent que ceux que vous venez d'évoquer. L'Afrique, c'est un sujet considérable, mais aujourd'hui, les réfugiés qui se pressent sur les côtes de l'Europe, c'est avant tout, et ceux que vous avez proposé qu'on accueille, ce sont des réfugiés syriens et irakiens. Les deux sont vrais. Sinon, on oublierait ce qui se passe en Italie, bien sûr, entre la Libye, intervention de la France, que nous avons soutenue. Parce que moi, sur ces questions-là, je pense que c'est très important de faire l'unité nationale, que nous avons soutenue. Intervention qui n'a pas préparé la suite. Intervention qui a marqué une rupture de confiance avec les Russes, qui ont considéré que la mission qui avait été confiée par le Conseil de sécurité des Nations Unies, dans le détail, vous le racontez dans le livre, donc ça veut bien dire que les ruptures que vous évoquez, elles viennent depuis plusieurs années. Mais la question maintenant, c'est comment on les corrige, parce qu'il y a une urgence immédiate. Le régime de Bachar et Bachar el-Assad sont responsables, il ne faut pas l'oublier, de la mort de 250 000 personnes, d'utilisation d'armes chimiques,
de crimes de guerre. On ne peut pas passer par perte et profit cet effet. Eh bien, c'est une différence que nous avons. Je connais parfaitement les crimes du régime de Bachar el-Assad. Je connais toute l'histoire des relations des responsables politiques français de gauche et de droite depuis très longtemps avec la famille Assad, parce que cette affaire n'est pas née d'hier. Non, je suis c'est pour ça que Bachar el-Assad a même été convié par Nicolas Sarkozy un 14 juillet 2008. Et François Mitterrand était en visite officielle en Syrie quelques semaines après un massacre de 30 000 personnes en Syrie. Donc Jacques Chirac était aux obsèques d'Hafez el-Assad. Tout ça, je connais cette histoire. Je n'ignore rien. Je connais aussi d'autres tyrans dans cette région. Je vous dis simplement qu'il y a une urgence pour la paix du monde. Et que si vous ne prenez pas la mesure de cette urgence, cette crise va continuer de se développer. Elle va évidemment déstabiliser l'Europe avec ses flux migratoires. Mais pire que ça, elle est en train précisément de déstabiliser une grande partie du monde, de l'Afghanistan jusqu'au Nigeria. Oui, parce que tout cela, et les Français le sentent bien, est d'une très grande complexité, se fait avec cette confrontation entre chiites, l'Iran, le Hezbollah qui intervient auprès de Bachar el-Assad en Syrie, et le monde sunnite, Turquie, l'Égypte, l'Arabie saoudite, les pays du Golfe. On voit bien les confrontations qu'il y a derrière. Vous dites, il faut dialoguer avec tout le monde. Mais vous avez parfaitement raison. C'est la diplomatie française, à travers Laurent Fabius, qui a permis le retour de l'Iran à travers l'accord qui a été passé sur le nucléaire, de revenir sur la scène internationale. Le président de la République recevra dans quelques semaines à Paris le président iranien, un acteur incontournable dans la région. Donc le dialogue, il se fait pour régler le problème du nucléaire. Il se fera dans quelques semaines à Paris entre le président de la République et le président iranien. Manuel Valls. Les Russes. Angela Merkel, hier, je souhaite impliquer Bachar el-Assad pour résoudre le conflit syrien. Voilà, vous êtes d'accord ou pas d'accord? C'est ce que propose aussi, en gros, François Fillon. Les réponses schématiques sur ces questions-là, encore plus, ne sont pas de mise. Les Russes... C'est Angela Merkel qui s'exprime. Oui, mais je vais répondre. Nous dialoguons avec les Russes. Écoutez, c'est le président de la République qui recevra Vladimir Poutine début octobre. Mais que de temps perdu. À travers l'initiative avec Angela Merkel, qui a permis, sinon il n'y aurait pas de dialogue. Le dialogue, il est permanent avec les Russes. En tout cas, même s'ils ont violé le droit international. Bien sûr, c'est arrivé à d'autres grandes puissances, y compris ils ont volé, parfois à nos alliés. Oui, ils ont violé le droit international en s'accaparant la Crimée. Mais malgré cela, le président de la République, avec la chancelière Merkel, grâce aux accords de Minsk, a permis aujourd'hui à la Russie et à l'Ukraine de s'engager. C'est pas fini, hein, mais en tout cas sur la voie de l'apaisement et de la paix et le cessez-le-feu. Et respecter, c'est essentiel pour l'Ukraine et pour son avenir. Troisièmement, oui, il faut bien sûr qu'il y ait une coalition qui se bâtisse. Nous intervenons, nous déjà, je veux le rappeler, dans le cadre de la coalition avec nos Mirages et nos Rafales, en Irak, à la demande des autorités légitimes irakiennes, pour frapper Daesh, avec d'autres, à commencer par les Américains. Le président de la République a décidé, en légitime défense, qu'il fallait observer et ensuite frapper. Il le décidera au moment venu, les objectifs de Daesh qui préparent les attentats. C'est tout le travail qui est bien sûr préparé et réalisé par Jean-Yves Le Drian. À l'Assemblée nationale, il y a quelques jours, j'ai dit que nous étions prêts à soutenir une large coalition des pays, notamment de la région. Je pense à la Turquie, à d'autres pays, l'Iran, l'Arabie saoudite, l'Égypte, qui peuvent intervenir. Il y a eu aujourd'hui même ou hier des discussions entre les Turcs et les Russes, qui, à ce stade, ne donnent pas des résultats parce qu'il y a une divergence sur le sort de Bachar el-Assad. Et pour sortir de ce conflit, il faut une solution politique. Je suis sûr donc que les différences ne sont pas aussi grandes que cela. Mais sans Bachar el-Assad pour vous. Cette solution politique, elle passe par des éléments de l'opposition, qui ne soient pas liés à Al-Qaïda, et elle passe par des éléments du régime. Et la question de Bachar el-Assad, elle se pose bien évidemment. Elle se pose bien évidemment parce que si Bachar el-Assad reste au pouvoir, vous ne pourrez pas obtenir l'accord, notamment des sunnites. Je crois qu'on a compris ce qui vous séparait. Est-ce que vous souhaitez répondre sur le terrain économique à la question que vous posez, François Fillon? Nous avons engagé à travers ce qu'on appelle le rapport de Jean-Denis Combrexel ce processus qui doit changer en profondeur notre code du travail. C'est une véritable révolution. Souplesse et flexibilité d'un côté, droits des salariés qui sont préservés. Nous
rencontrons Myriam El Khomri, je le disais tout à l'heure, rencontre les partenaires sociaux. Je réunirai ensuite le gouvernement. Nous proposons un texte de loi qui fera là aussi l'objet d'une concertation et qui sera adopté par le Conseil des ministres à la fin de l'année ou au début de l'année 2016 pour un texte de loi qui doit être adopté avant l'été 2016. Et par ailleurs, parce que c'est un travail là aussi de longue haleine, moi je crois qu'au-delà même des échéances électorales, il faut savoir travailler sur le temps long. Nous engagerons une refonte en profondeur du Code du travail. Donc je vous renvoie au fond la question. J'espère que du côté du Parlement, par rapport à ce qui est un changement, une révolution tranquille de notre Code du travail, du marché du travail, de ce qui se passe dans les entreprises entre partenaires sociaux, j'espère trouver des soutiens. Sur les 35 heures, c'est ça la question. Mais peut-être que François Fillon peut vous répondre sur ce point. Est-ce que vous seriez prêt, François Fillon, à soutenir au Parlement ce projet de loi? Monsieur Valls dire déjà il y a quelques jours toutes les bornes qu'il mettait à ce débat sur la révision du Code du travail. C'est la raison pour laquelle je ne suis pas très optimiste sur ni le contenu du projet de loi, mais on verra naturellement. Il y a 3 bornes. Voilà. La durée légale du temps de travail. Voilà, ce qui est quand même un vrai sujet. La durée légale du temps de travail. Là, il y a une vraie différence. C'est une vraie différence. Le CDI. C'est plus discutable. Et le SMIC. Et le SMIC, je n'ai jamais proposé voilà. de toucher Donc au SMIC. voilà les 3 bornes qui ont été posées par le président de la République et par le gouvernement. Du travail et sa simplification. Mais la deuxième question, c'est qu'est-ce que le gouvernement va traduire et qu'est-ce que la majorité acceptera? Lorsqu'Emmanuel Macron est venu proposer au Parlement cette loi qui devait révolutionner l'économie française, il se souviendra que je lui ai proposé de voter de voter même cette loi, à condition qu'on engage le débat sur un certain nombre de sujets, dont ceux que vous venez d'évoquer. Ça n'a pas été possible. Je comprends que ça n'est pas possible, en particulier à cause de la réaction de la majorité. Mais vous ne pouvez pas aujourd'hui, compte tenu de cette majorité et compte tenu de l'expérience passée et du fait qu'il vous reste 18 mois, dire aux Français, les yeux dans les yeux, que vous allez bouleverser le Code du travail. Si. J'en accepte l'augure. Permettez-moi d'être extraordinairement sceptique, compte tenu de l'expérience qui a été la nôtre avec la loi Macron. Mais j'ai l'impression que c'est votre expérience, celle pendant 5 ans auprès de Nicolas Sarkozy, nous avons fait des réformes de structure. On va pas. Je vous ai dit tout à l'heure que ce débat-là ne m'intéressait pas, mais on a fait des réformes de structure puissantes. Il occupe une place importante dans votre livre. Pas suffisante d'ailleurs, mais puissante sur l'université, sur la retraite. Je vous ai entendu tout à l'heure vous féliciter des résultats sur les retraites. Vous savez très bien que ces résultats sont le fruit de plusieurs réformes des retraites successives et que la réforme que vous avez portée comporte en réalité une bombe à fragmentation qui est sans doute aussi dangereuse pour l'avenir de la compétitivité de l'économie française que les 35 heures, qui sont la question de la pénibilité. Donc c'est difficile de dire que la gauche, de ce point de vue-là, a œuvré à l'équilibre des retraites. Et vous savez par ailleurs que les chiffres qui ont été donnés ces derniers jours montrent que l'équilibre va être atteint à moyen terme, mais pas à long terme. Et qu'à partir de 2022 ou 2027, c'est l'augmentation de la durée, enfin de l'âge de départ à la retraite qui comptera. Mais il n'est pas possible, dans ces conditions-là, d'espérer une amélioration ni sur le front du chômage, ni sur le front de la compétitivité de l'économie française. Alors, vous parliez de durée du temps de travail. C'est là-dessus que Manuel Valls souhaitait vous répondre sur les 35 heures. Il y a des différences. Et François Fillon, peut-être animé aussi par un besoin je vous titille, de rattrapage par rapport aux années que vous avez passées à la tête du gouvernement, propose une rupture. On va y revenir. Je voudrais m'en expliquer, parce que ça fait 2 ou 3 fois que vous proposez de mettre en avant ce terme, et je voudrais m'en expliquer en un instant. Je pense que, et c'est l'expérience qui est la mienne qui me fait penser ça, que notre pays est à un moment de son histoire où il a besoin d'un changement assez radical. Ce changement radical ne veut pas dire brutal, ne veut pas dire qu'il s'agisse d'un changement qui remette en cause les traditions sociales de notre pays. C'est un changement qui porte un nom, et ce nom, c'est la liberté. En réalité, et vous y dites la liberté est une rupture. Oui, et vous savez, je ne le crois pas. Et vous savez à qui j'ai emprunté cette phrase? Vous allez me le dire. À François Mitterrand. Oui. C'est une phrase de François Mitterrand. C'est ce que... La liberté est une rupture. Oui, mais précisément. Mais c'est là où il y a un changement. Et je pense mais précisément, je ne suis pas d'accord avec l'idée de la rupture. Depuis 30 ans, toutes les majorités successives ont cherché à protéger les Français contre tous les risques.
Et après tout, c'est pas anormal que des majorités et que des responsables politiques cherchent à protéger les Français contre la mondialisation, contre les risques naturels, contre les problèmes de santé. On les a même protégés, on a même cherché à les protéger contre le progrès. On est allé trop loin. On est tous allés trop loin. Il y a aujourd'hui une accumulation de normes, de contrôles, de cotisations, de tabous dans notre pays qui rendent impossible l'émergence de l'intelligence et de l'innovation française. C'est anecdotique, mais j'entendais que ce matin, beaucoup de Français vous téléphonaient pour vous demander de revenir sur une décision qui a été prise, semble-t-il, par le Parlement. Je ne suis pas sûr que vous soyez à l'origine de cette décision qui vise à aller encore plus loin dans le contrôle des radios sur les chansons qu'elles passent à l'antenne. Vous savez qu'il y a une règle, c'est 50% de chansons françaises, mais maintenant, on voudrait que ça soit dans les 50% de chansons françaises, certaines chansons en particulier qui passent. On est dans une folie de contrôle par l'État et par la puissance publique des citoyens et de leur liberté. Et c'est cette rupture-là que je veux proposer. Alors, peut-être que Manuel Valls vous répond là-dessus. C'est un débat presque philosophique. Je ne suis pas sûr qu'il va intéresser quand même sur les 35 € aussi. Alors, Mais on je pense que atterrira. la liberté, partout où je vais dans le pays, les gens me parlent, je crois, du poids des partout, contraintes. Mais vous parlez avec les usagers, ils vous parlent des Donc c'est contraintes pas et des seulement un normes. débat philosophique, même si Non, tous les débats... mais je vais y venir. Vous parlez avec des agriculteurs, ils nous parlent des normes. C'est pour ça que nous avons engagé un profond mouvement de simplification, de rationalisation de notre administration et de ces normes, parce que ça vient depuis des années et jusqu'à l'absurde. Donc ce travail de simplification, de normalisation, nous sommes en train de le mener. Mais je crois que la liberté n'est pas une rupture. Et là, j'ai compris un désaccord parfois avec l'idée même, avec l'idée même de la rupture. Je pense que c'est une rupture dans notre pays aujourd'hui. Voilà. Je pense que dans nos sociétés évoluées, modernes, il y a des tentations de rupture. Nous la ressentons. Et elle va aujourd'hui, cette tentation de rupture, vers l'extrême droite. Parce que c'est une rupture avec notre passé, notre identité, notre âme, avec ce qu'est profondément la France. Ça, c'est la tentation c'est pas une rupture en de la matière rupture. de programme économique. Hein, c'est même plutôt le contraire. C'est une sorte de retour en arrière. C'est une rupture avec ce que nous sommes et nous économique. pouvons là-dessus nous mettre d'accord. Mais la rupture qui consiste, par exemple, à supprimer la durée légale du temps de travail, ce que je n'ai jamais proposé. Pour renvoyer à la négociation dans l'entreprise. Oui, mais je pense que précisément... En fait, on supprime, vous savez très bien ce que ça veut dire. Dans ce pays... Il ne faut pas affoler les Français à tort. Ça veut dire qu'on modifie le seuil de déclenchement des heures supplémentaires. Ces 35 heures, elles ont Et déjà... il y a énormément d'entreprises que je visite aujourd'hui où les salariés Ces vous 35 disent, heures, elles ont si on nous laissait nous entendre avec la direction, on organiserait... Je voudrais aller jusqu'au bout. Ces 35 heures, elles ont été déjà déverrouillées, notamment par les grandes entreprises, avec les heures supplémentaires. On peut travailler 39, 42 heures, jusqu'à y compris 48 heures par semaine. Dans les faits, je veux le rappeler, parce que ces débats parfois sont caricaturaux, on travaille en France 39 heures en moyenne par avec des semaine. Que vous c'est la durée sur moyenne. La compétitivité. Effectivement. C'est pas un débat. C'est pas un débat absurde. Je vais essayer de terminer. Emmanuel Macron lui-même l'a évoqué. Je vais essayer de terminer. C'est un débat qui mérite sans doute. Il vous répond, Manuel Valls, parce qu'il a du retard. Pas d'en débattre, nous sommes en train d'en discuter. En Allemagne, il est de ce temps effectif, la durée effective du temps de travail est de 40,5 heures. C'est pas ça la question, c'est la souplesse, c'est la capacité d'adaptation, c'est la liberté. Et donc, c'est bien ce que nous voulons apporter avec le travail que nous allons proposer aux partenaires sociaux et au Parlement dans les mois qui viennent. Je vais prendre un exemple. Un vendeur de glace, prenons un exemple concret, qui a 2 salariés, n'a pas la possibilité aujourd'hui de moduler le temps de travail des salariés, c'est-à-dire de faire travailler plus longtemps ces salariés en été, quand l'activité est forte, et moins en hiver. Pourquoi ? Pourquoi il ne peut pas ? Parce que dans une petite entreprise, il n'y a pas de représentant du personnel à ce niveau-là. Donc pas de possibilité pour négocier, pour mieux organiser le temps de travail sur l'année. Alors, il faut lui donner cette possibilité. Et comment ? Des accords doivent être établis avec les représentants du personnel au niveau du secteur d'activité, pas dans l'entreprise. Et les petites entreprises, du coup, ne seront plus seules face à la complexité du code du travail. Donc, si, sur l'idée de la souplesse, sans remettre en cause la durée légale du temps de travail, les droits des salariés, sur l'idée de la souplesse, sans rupture, en respectant les salariés et les partenaires sociaux, je crois qu'on peut y arriver. Mais la France a besoin de réformes, elle n'a pas besoin de rupture, elle a besoin de liberté, elle n'a pas besoin de brutalité, elle a besoin d'avancer en respectant les gens, pas
en passant par-dessus les partenaires sociaux. 30 secondes pour conclure, François Fillon. Quand les salariés de Smart décident de passer aux 39 heures, il n'y a pas de brutalité. C'est plutôt l'inverse qui est en train de se produire, c'est-à-dire c'est la loi et les organisations syndicales. Je préfère l'exemple de Renault. Je préfère l'exemple de Renault, où la direction et l'ensemble des syndicats se sont mis d'accord. Donc c'est possible dans la loi actuelle. Se sont mis d'accord pour à un moment baisser. Là, en l'occurrence, les syndicats se sont mis d'accord pour baisser les salaires, pour faire en sorte qu'on change, y compris la durée du temps de travail, pour retrouver de la compétitivité et de la création d'emplois. Donc cette souplesse, une phrase pour elle est tout conclure, à fait François Je veux Fillon. juste conclure en disant que je pense que vous n'êtes pas dans l'urgence et que vous ne mesurez pas à la fois le désarroi et la colère qui montent dans le pays. Vous avez évoqué tout à l'heure Madame Thatcher. Je la mesure, vous savez, François Fillon. On s'engage pas sur ce terrain. En Concluez, parlant s'il vous du plaît, sang François et des Fillon. larmes. Mais Monsieur le Premier ministre, le sang et les larmes, c'est maintenant. Bien sûr. C'est maintenant pour 6,5 millions de Français qui sont à Pôle emploi. Pour 2 millions de jeunes qui sont ni à l'école, ni dans un emploi, ni dans une formation. Merci. François Fillon, si je suis finir que le François sang et les Fillon. larmes, François Fillon, si je suis engagé, si je suis engagé comme je le suis, si vous prenez et les mots et les actes qui sont les miens depuis que je suis Premier ministre, je suis mu que par une seule idée, l'urgence. Mais cette urgence, c'est avec méthode, avec réforme, en respectant aussi ce que nous sommes, Merci. en combattant les inégalités. Merci. Nous avons pu parler de votre projet pour l'école, qui Merci. est très Donc, différent on va du pas nôtre, s'engager précisément. là-dessus. Mais ça fera Merci l'objet d'un François autre débat. Fillon. Voici venu le moment de la conclusion.